Donc l'objectif, il est bien d'explorer un certain nombre de travaux de R&D dans ces tables rondes qui permettent d'illustrer ce qui existe. Donc on ne va pas être exhaustif dans ce qui va être présenté, c'est juste quelques illustrations permettant de rentrer dans les sujets. Et puis il y a aussi un volet notamment qui vise à identifier les besoins qui subsistent pour les conseillers, pour les acteurs agricoles, et tout ça dans l'objectif d'ouvrir des perspectives de co-construction de projets pépites dans les ateliers qui devaient avoir lieu dans l'après-midi mais qui auront lieu le 28 septembre. Alors dans cette table ronde, on va accueillir 4 personnes, donc table ronde virtuelle, désolé. Alors je ne sais pas si tout le monde est là, c'est bien le souci, c'est que je ne vois pas les noms de tout le monde. Je regarde, on va les appeler, on va voir un par un. Donc on va d'abord demander à Sandrine Alain de nous rejoindre. Donc sur les c'est OK, d'accord, voilà. Donc Sandrine Alain qui est chargée de recherche en économie écologique à INRAE et qui va aborder un des aspects donc de ce volet système de production. Et là même on est au tout début de l'entonnoir, on est plutôt sur l'aspect territorial. Voilà, et donc ce que je vais demander à Sandrine Alain, c'est de nous préciser effectivement quels sont aujourd'hui les projets, les sujets de recherche en rapport avec la gestion quantitative de l'eau. Voilà, de nous détailler un petit peu ça. Et puis voilà, et puis éventuellement d'identifier des pistes qui subsistent sur ce sujet de la gestion quantitative dans ces travaux de recherche. Et donc, si j'ai bien compris, si j'ai bien suivi, c'est une présentation courte de 5 minutes avec quelques diapos qui vont être déroulés par ma collègue Aurore. Donc voilà, Sandrine, je vous laisse la parole pour 5 minutes. Ok. Donc bonjour, donc comme ça a été dit, je suis chargée de recherche en économie écologique à INRAE. Donc là, je vais vous présenter en fait des travaux que j'ai menés quand je travaillais à l'INRA de Toulouse. Donc non seulement on va être à l'échelle territoriale, à une échelle assez large par rapport au système de production, mais en plus on va être sur un territoire donc extérieur à Auvergne-Rhône-Alpes. Mais en fait, depuis un peu moins d'un an maintenant, j'ai rejoint donc, un laboratoire de recherche à Grenoble. Donc, je change un peu à la fois d'objet d'études, mais aussi de terrain d'études. Donc, voilà, je suis bien intéressée à découvrir un petit peu les enjeux plus spécifiques d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc là, je vous parle donc de mes travaux de thèse qui portaient sur la gestion quantitative de l'eau dans un territoire d'études donc plus spécifique qui était l'aval du bassin de l'Aveyron. Donc, pour situer, c'est le nord-est de Montauban, ça va à peu près jusqu'à Caussade. Normalement, le bassin de l'Aveyron est plus large que ça, mais c'est pas du tout les mêmes problématiques en fait entre la partie amont et la partie aval. Et la partie aval sur laquelle je situais mon étude, elle est marquée par une forte présence de l'irrigation avec des grandes cultures, en particulier du maïs, mais aussi des cultures semencières qui ont un rôle important dans le dynamisme du territoire. Et donc, c'est des travaux quand même qui étaient plutôt donc, avec une consonance sociale, donc plutôt une approche en sciences sociales qu'en sciences agronomiques, ou en tout cas une science agronomique qui se préoccupe de la multiplicité des usages de l'eau et pas que de l'agriculture. Donc, il y avait c'est ce qu'on appelle en fait des démarches d'ordre intégré. Donc, mon objectif, en quelques mots, c'était de faire exprimer des préférences à différents groupes d'acteurs, de leur faire exprimer des jugements de valeur, et puis à partir de ça, d'évaluer différents scénarios de gestion quantitative de l'eau. Donc c'est des travaux qui vont être assez proches de ce qui est, par exemple, mis en avant dans le guide méthodologique pour les projets de territoire de gestion de l'eau. En termes donc un peu chronologiques, en fait, ça a été d'abord de faire des entretiens, des groupes de travail pour identifier des scénarios de gestion de l'eau. Ça a été d'identifier des critères d'évaluation de ces scénarios. Ensuite, j'ai fait un travail avec un groupe de modélisateurs donc pour essayer d'avoir des indicateurs qui rendent compte des effets de ces scénarios.
Donc, c'est voilà, à la fois des effets en termes de rendement, en termes de débit, en termes de soutien d'étiage, donc quelle quantité d'eau on doit relâcher, etc. Et ensuite, on a versé un peu ces résultats-là à la discussion pour justement avoir les éléments de positionnement des différents acteurs. Et ensuite, on a organisé une discussion autour de ces scénarios en mettant en avant justement les points forts, les points faibles, vus par tel ou tel autre acteur, et puis en essayant de voir comment est-ce qu'éventuellement on pourrait lever certains blocages. Donc si je parle en termes de résultats maintenant, donc là j'ai parlé un peu de démarche, donc c'est d'abord des résultats d'ordre méthodologique, donc quand on fait c'est une autre forme d'expérimentation qui va être plutôt une expérimentation un peu méthodologique, mais qui est importante dans ces configurations multi-acteurs et parfois assez tendues. Et c'est des résultats quant aux axes de débat, donc qu'est-ce qui fait débat? Là, je vais vous donner, par exemple, l'importance des consommations d'eau ou des modèles agricoles qui ont été des éléments de débat beaucoup plus importants, par exemple, que les débits hydrologiques qui sont pourtant qui sont les indicateurs clés sur lesquels sont fondés la gestion de l'eau, la gestion quantitative de l'eau en tout cas. Ça a été aussi de mettre en évidence des effets contre-intuitifs. Donc, par exemple, mettre en évidence des solutions qui ne marchent pas, ou sur lesquels on n'est pas sûr des effets. C'est par exemple toutes les technologies d'efficience où on va avoir des craintes d'effets rebond. Donc ça, c'est des éléments contre-intuitifs on peut être plus efficient mais consommer davantage. C'est aussi des effets de localisation, c'est-à-dire que faire des économies d'eau à certains endroits d'un territoire, ça ne va pas avoir les mêmes effets que faire des économies d'eau à d'autres endroits du territoire. Donc, si maintenant je me pose la question de comment ces résultats ou ces éléments pourraient être réutilisés, d'abord, c'est en tant qu'un peu de source d'inspiration quand il y a des projets de territoire à mettre en œuvre. Et bon, c'est vraiment, comme je le disais, dans la ligne de ce guide méthodologique qui a été produit par des collègues de l'IRSTEA de Montpellier principalement. C'est aussi mettre en avant quelques points de vigilance. Donc là, j'en ai cité quelques-uns. Quand on organise des démarches de territoire ou quand on propose des scénarios qui ont l'air a priori très séduisants et puis qui en fait potentiellement peuvent poser certaines questions ou avoir des effets indirects. Et puis, il y a aussi la partie outils informatiques. Donc, moi, j'ai utilisé un modèle qui a été développé conjointement par Arvalis, la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne et l'INRA à l'époque, qui maintenant est plutôt... poursuit son développement à INRA et de Colmar. Donc, ce modèle s'appelle Maëlia et permet de modéliser en fait les impacts conjugués entre agriculture, hydrologie, gestion de l'eau, à des échelles très fines. Hein. On part de simulation de décision à l'échelle de la parcelle, à l'échelle journalière, pour essayer de voir quels effets cumulés à l'échelle d'un bassin versant, par exemple. Voilà ce que je peux dire. Entendu. Merci Sandrine. Je précise pour les collègues, les gens qui sont sur la chaîne Libcast, que les documents des documents qui précisent un petit peu ce que vient de nous présenter Sandrine sont mis en lien, donc sa thèse et un article qui a été publié dans la revue Sciences, Eau et Territoire. Donc vous avez les liens sur la présentation à l'écran. Pareil, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, n'oubliez pas que vous pouvez envoyer vos questions en direct pour les différents intervenants à l'adresse qui s'affiche par intermittence, qui est celle de Daniel Roibin, @inrae.fr. Donc vous la verrez réapparaître dans les différentes interventions. Merci Sandrine. Et donc du coup, je vais maintenant demander à Baptiste Labéry de se rapprocher de la table ronde virtuelle et de nous présenter donc aussi quelles sont les problématiques
qui font l'objet de travaux de recherche de son point de vue, quels sont les résultats qu'il a à disposition, comment on peut les trouver également, et comment les conseillers pourraient les utiliser. Donc Baptiste Labeyrie est ingénieur au Centre technique interprofessionnel fruits et légumes. Donc je ne sais pas s'il est bien présent, je ne le vois pas à l'écran en tout cas. C'est bon ? Bonjour. C'est OK. Ouais. Donc voilà, Baptiste, je te laisse la parole 5 minutes. Oui, OK. Donc bonjour à tous. Ce que je vais essayer de faire en 5 minutes, c'est de faire un tour d'horizon de la situation donc, en arboriculture. Juste un préalable, c'est que en arboriculture, la majorité en moyenne, parce que c'est une question tout à l'heure, la moyenne, grosso modo, en Auvergne-Rhône-Alpes, mais pour toute la France, on parle plutôt de 3000 mètres cubes par hectare et par an en arboriculture. Mais cette moyenne, elle cache des disparités très importantes en fonction des espèces cultivées et puis des situations. On peut être parfois à plus de 6000 mètres cubes par hectare et par an sur des espèces très gourmandes, jusqu'à des situations en sec ou pas du tout irriguées. Voilà, donc il y a des très grandes disparités, et puis il y a des très grandes aussi variations d'accès à la ressource en eau en fonction des situations. Donc des situations secs où on n'a pas accès à la ressource, des situations qui sont plutôt facilitées. Puis on a aussi l'exemple des noyers en Isère où on a un accès qui est limité dans le temps, un jour tous les 2 jours. Donc en fait, toutes ces variations-là, ça conditionne quand même notre capacité à pouvoir progresser dans la gestion de l'eau. Donc après, pour aller vers des systèmes de vergers plus résilients en termes de gestion de l'eau, ça c'était ma diapo, je ne sais pas si elle s'affiche à l'écran. Donc en fait, il y a plusieurs leviers qu'on peut activer. Largement progressé ces dernières années, on est passé de l'irrigation gravitaire à l'irrigation par aspersion, puis on est passé ensuite à l'irrigation localisée avec des micro-jets, du goutte à goutte. Donc déjà, on a fait beaucoup d'économies, et aujourd'hui, on voit apparaître aussi du goutte à goutte enterré en verger. C'est assez nouveau en France, ça se développe un petit peu. C'est encore très jeune, et pour l'instant, c'est des résultats qui sont assez contrastés, qui dépendent pas mal de la qualité de l'eau, mais c'est une voie de progrès assez intéressante. Surtout, ce qui moins paraît intéressant dans l'aspect irrigation, c'est au niveau des outils de pilotage. Majoritairement en verger, pour l'instant, on irrigue avec des outils qui permettent de mesurer l'état hydrique du sol, alors qu'on a des outils à disposition qui permettent de mesurer l'état hydrique de la plante, de l'arbre. Donc c'est le cas notamment de dendromètre ou de chambre à pression. Ça, c'est l'image que j'ai mis en haut à gauche, c'est un dendromètre pour mesurer la contraction, la décontraction d'un tronc ou d'une charpentière. Je pense qu'on en parlera peut-être après dans une table ronde. Mais c'est des outils qui ne sont pas utilisés ou très peu utilisés en verger, qui mériteraient d'être plus employés, plus développés, pour gagner encore un petit peu en économie d'eau, parce qu'on est plus précis sur le pilotage du stress hydrique. Mais encore une fois, pour utiliser ces outils-là, il faut quand même connaître l'outil, il faut connaître aussi le besoin de la plante, ce qui n'est pas forcément des connaissances fondamentales qu'on a sous la main. Je parle très rapidement aussi d'une stratégie, de plusieurs stratégies qui ont été travaillées dans les pays étrangers notamment, sur les restrictions d'irrigation et sur les irrigations déficitaires. Alors il y a plusieurs méthodes, soit irriguer partiellement les racines, soit restreindre l'irrigation sur certaines périodes de la saison. C'est assez intéressant, ça montre des résultats assez intéressants sur agrumes et sur fruits à noyaux, même sur fruits à pépins. Et voilà, ça pourrait être développé, mais en tout cas, pour l'instant, en France, c'est pas encore le cas. Je fais une toute petite parenthèse pour moi aussi sur le sol. On en parlera aussi, je pense, après avec d'autres interlocuteurs. Ça doit faire partie de la stratégie dans un verger de favoriser la matière organique pour améliorer la capacité de stockage de l'eau. À mon sens aussi, ça doit être intéressant de travailler sur l'arboriculture de conservation, d'avoir des couverts, de ne pas laisser des sols nus, parce qu'il y a pas mal d'évaporation qui se fait au niveau du sol. Donc, avoir des stratégies où on arrive à conserver des couverts, ça peut être intéressant aussi pour mieux gérer l'eau. Un autre levier qui est essentiel, c'est le levier du matériel végétal, qui, à mon sens, est vraiment complètement sous-exploité en arboriculture. On peut travailler sur les porte-greffes et sur les variétés en arboriculture. Sur les porte-greffes, on a tendance à favoriser, en ce qui concerne la gestion de l'eau, des porte-greffes plutôt vigoureux, qui développent leur système racinaire, qui vont chercher les nutriments assez loin. Mais on n'a pas de connaissances fondamentales sur leur capacité vraiment réelle à résister aux sécheresses. On n'a pas de programme de sélection particulier ambitieux là-dessus non plus sur les porte-greffes résistants aux sécheresses. Et quand on parle des variétés, c'est un peu la même chose. On n'a pas de programme ambitieux de création et de sélection variétale de variétés résistantes à la sécheresse, que ce soit en fruits à pépins, en fruits à noyaux.
Et ça, pour moi, c'est vraiment un problème et c'est un énorme levier de progrès pour la gestion de l'eau qui doit être développé. Un autre levier aussi, quand on parle de gestion, enfin d'aller vers des systèmes résilients, on parle de levier, mais on peut aussi repenser le système de culture. On peut imaginer aussi s'orienter vers des nouvelles opportunités de culture parce qu'il y a des espèces qui aujourd'hui ne sont pas beaucoup cultivées en France et qui sont pourtant des espèces, on va dire, méditerranéennes et qui s'adaptent bien à des conditions de sécheresse comme le pistachier, l'amandier, le grenadier, l'olivier. Des choses qui sont cultivées en France, mais encore très peu, qui pourraient être amenées à se développer dans des nouveaux systèmes de culture fruitier. Donc voilà, c'est des voies aussi de progrès identifiées. Ça, c'est l'image que j'ai mis en haut à gauche. Il y a aussi, en bas à gauche, pardon, les ombrières en verger. C'est pas une idée forcément folle, c'est de couvrir ces vergers avec des panneaux photovoltaïques. Donc, c'est ce qu'on appelle l'agrivoltaïsme. Ça, c'est quelque chose qui est tout neuf, très innovant, qui commence à se développer en expérimentation. Et c'est pas inintéressant parce que, selon les promoteurs de ce dispositif-là, ça pourrait faire des économies d'eau de l'ordre de 20%. Et ça permet aussi de mieux gérer aussi les dégâts de canicule. L'année dernière, en 2019, on a eu des réductions de 60% de dégâts de canicule sur un verger de pommiers couvert avec des panneaux photovoltaïques. Donc, pourquoi pas aussi partir sur ces voies de verger-là. Et puis, la dernière image que j'ai mis en bas à droite, c'est aller vers des systèmes de culture qui sont plus résilients, beaucoup plus vertueux dans tous les sens du terme, notamment en agroforesterie. Donc ça, c'est ma seconde diapo. C'est ce qu'on essaie de travailler à la ferme expérimentale d'Étoile-sur-Rhône avec des nouveaux systèmes de vergers en agroforesterie qui vont être mis en place dès cet hiver. Alors, très rapidement, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail de ces systèmes-là, mais l'idée, c'est d'associer des cultures fruitières avec des cultures assolées, donc de type plantes aromatiques ou grandes cultures. L'idée dans un système comme ça, c'est de créer un microclimat qui est favorable, qui permet de réduire l'évapotranspiration et la demande en eau, avec des haies tout autour du système qui abritent du vent, avec des effets d'ombrage qui sont là entre des cultures hautes et des cultures basses. Dans ces systèmes-là, on va essayer de maximiser l'efficience de l'eau avec justement des outils de pilotage plus précis, avec certainement des dendromètres ou des chambres à pression pour vraiment voir l'état hydrique de la plante. Sans oublier que ces systèmes-là aussi sont en bio et on va essayer de réduire très fortement l'usage des produits phytosanitaires, ce qui permet d'améliorer la qualité de l'eau aussi. Voilà, les objectifs dans des systèmes comme ça, c'est de réduire de 30% l'eau d'irrigation par rapport à des cultures entre guillemets pures, qui ne sont pas dans des systèmes agroforestiers. Donc ça, c'est sur un système qui mélange pêcher et amandier. Et puis un deuxième système où on va essayer d'aller encore plus loin. On associe des abricotiers avec des oliviers, pistachiers, grenadiers, où là, on va essayer de limiter l'irrigation à 1000 m3 par hectare et par an. C'est assez ambitieux, mais je ne sais pas si on arrivera à cet objectif. Mais en tout cas, c'est l'idée de se mettre en place ces systèmes et voir comment justement ils répondent à une irrigation beaucoup moins importante. Donc voilà pour mon propos. Je conclurai juste en disant qu'en arboriculture, finalement, on a assez peu travaillé cette question-là ces dernières années, parce qu'elle n'était pas forcément en top des priorités. Elle le devient aujourd'hui, mais le côté positif, c'est qu'on a quand même à disposition beaucoup d'outils, beaucoup de leviers à activer, qui vont certainement permettre de progresser. Donc voilà, à activer en expérimentation et ensuite à développer chez les producteurs qui vont nous permettre certainement de progresser dans les prochaines années. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, j'ai respecté le temps. Non, parfait. Merci Baptiste pour ce panorama très large des leviers de gestion en agroforesterie, en système agroforestier notamment. On va maintenant demander à Johan Ginestière de rejoindre la table ronde. Johan Ginestière, donc, qui est conseiller spécialisé agronomie grande culture à la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme. Et donc Johan va nous parler plutôt des systèmes de grande culture, donc notamment du Puy-de-Dôme. Donc je vais le laisser nous présenter les travaux, l'état des travaux actuels qui en rapport avec la gestion quantitative de l'eau à l'échelle des systèmes de culture, et nous identifier quelques besoins qui subsistent au niveau du Conseil agricole sur ce sujet. Est-ce que Johan est bien ici ? Oui, vous m'entendez ? Oui, on t'entend, Johan, on te voit. Ah, ça y est, on te voit, très bien. Donc, je te laisse la parole, 5 minutes, Johan, merci. Ok. Bien, bonjour à tous. Donc, Johan Ginestière, je suis conseiller à la Chambre d'agriculture du Puy-de-Dôme et j'œuvre dans le cadre du projet Dessine. Bon, mais si on peut mettre la diapositive. Bon.
Voilà. Donc, je vais pas vous refaire un peu l'historique du projet Dessine, donc développement et études de systèmes de culture innovants. Ce qu'il faut savoir, donc, c'est un projet régional d'expérimentation mutualisé sur les 3 départements que vous voyez en vert, hein, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme et l'Allier. Bon, qui bénéficie actuellement de financement de la région Auvergne-Rhône-Alpes, du CASDAR, PRDA et du laboratoire d'innovation territoriale. Le principe, c'est de l'expérimentation système de culture, donc c'est-à-dire on compare une conduite innovante et une rotation innovante par rapport à une conduite classique pour chaque zone de culture, avec la particularité d'être gérée par les agriculteurs eux-mêmes. Voilà, ce qui nous permet de nous adapter aux contraintes, notamment climatiques, des exploitations. Vous avez un petit schéma sur la droite, schéma circulaire, pour vous illustrer un peu les thématiques travaillées. En bas, vous voyez un peu les partenaires qui sont dans Dessine, notamment les groupes d'agriculteurs sur la gauche, avec Terre Innovée et Hervalis aussi pour le soutien technique. L'autre particularité de ce projet-là, c'est que le suivi et les innovations portent uniquement sur des systèmes non irrigués. Alors, on pourra discuter pourquoi, mais le choix a été fait au départ de ne travailler les systèmes sans irrigation possible, puisque l'un des objectifs de Dessine reste la rentabilité des systèmes de culture, mise à mal par les sécheresses successives depuis 2015. Donc, comme vous voyez, 7 sites d'expérimentation, 3 en polyculture élevage qui sont plutôt récents où l'autonomie fourragère va être un vrai point, une question centrale, et 4 plutôt orientés en grande culture où la gestion des stress hydriques est prépondérante. Donc, devient une priorité. Donc voilà, bon, je ne vais pas m'étendre plus longtemps sur le projet. La diapo suivante va vous illustrer un peu les résultats et les références sur lesquelles on peut baser notre conseil de demain. Alors, je les ai représentés selon trois classes, toutes sorties de Dessine, donc court terme, moyen terme et long terme. Donc, le premier type de conseil et de référence qu'on peut valoriser à très court terme et qui va induire assez peu de changements sur une exploitation agricole, c'est une thématique qui a été abordée depuis ce matin, c'est la capacité des plantes à résister au stress hydrique. Ici, vous avez un essai conduit de maïs grain, conduit sans irrigation, avec différentes variétés reconnues pour leur capacité d'adaptation au stress hydrique. L'idée ici n'est pas de dire telle ou telle variété va avoir un gain supérieur, mais bien de définir pour les agriculteurs qui sont dans Dessine si la stratégie est viable à long terme, à plus court terme. Voilà. Deuxième critère, donc le moyen terme. Donc ici, je vous ai illustré par la répartition de la marge nette sur des systèmes de culture suivis. Donc voilà, ce que je vous ai peut-être pas dit, c'est que dans chaque site, on a un système de culture innovant et un système de culture de référence, on va dire conduite classique. On compare sur des indicateurs. Et les indicateurs économiques sont la priorité pour un agriculteur, puisque ce qu'il regarde, c'est surtout ce qu'il gagne à la fin du mois. Donc dans ces expérimentations systèmes, ce sont les mêmes parcelles suivies qui sont suivies chaque année, suivant une rotation qui est établie à l'avance. Donc l'adaptation de ces références-là, je l'ai classée plutôt à moyen terme, puisqu'un agriculteur, ça va engendrer forcément beaucoup de modifications dans son système de culture, s'il choisit de changer des cultures ou de système de travail du sol. Et puis, troisième critère, les références à long terme. Donc là, on en parlait depuis ce matin, hein, c'est un peu tout ce qui touche au sol et notamment à ce qui se cache derrière, la gestion et la réserve hydrique des sols. Donc, pourquoi je le mets à long terme, hein, parce que on voit dans de nombreuses études que la qualité des sols varie, mais pas sur un pas de temps de 5 ans. Donc oui, je vous ai pas dit Dessine, c'est un temps moyen de 5 ans. Donc ça, c'est plutôt de l'ordre
du long terme. Et pour qu'un agriculteur puisse faire varier ses sols, ça va lui prendre un bon bout de temps. On parlait de l'effet du taux de matière organique. Voilà. Demain, on ne sait pas quel temps il va falloir, surtout sur les types de sols que nous avons, nous, pour augmenter le taux de matière organique. Voilà. Donc, ces éléments long terme sont aussi des éléments qui sont assez complexes à prendre et à mettre en œuvre, à diffuser aux agriculteurs, puisque c'est des indicateurs qui sont assez nouveaux pour le conseil agricole et pour les agriculteurs. Donc voilà, donc demain, si je dresse un petit bilan de ce travail à mi-parcours sur les éventuels besoins qu'on pourrait avoir sur le long terme, c'est vrai que Dessine a l'avantage d'avoir révélé pour nous, conseillers agricoles, de nouvelles méthodes d'acquisition de références et de transfert direct aux agriculteurs. C'est vrai qu'un agriculteur impliqué va avoir beaucoup plus de facilité à mettre en œuvre les expérimentations et les références acquises dans Dessine. Les indicateurs utilisés, c'était des indicateurs qui justement avant étaient non utilisés ou mal utilisés. Donc, ouais, je vois stop pour Johan, bon, j'accélère. En fait, la vraie question aujourd'hui qu'on se pose, c'est la gestion de l'eau sur les systèmes de culture, puisque non irrigués. Donc, depuis cette année, on a mis en place des sondes capacitives, donc c'est ce que vous voyez en bas, hein, qui vont nous permettre d'apporter des réponses un peu concrètes aux agriculteurs, notamment sur l'impact réel d'un travail du sol. Alors, on connaît bien que le labour, mais on ne sait pas l'effet d'un échauffage sur l'effet stockage de l'eau du sol. C'est exactement pareil pour tout ce qui est la couverture végétale. Le couvert consomme de l'eau, mais c'est au final le bilan hydrique sur la parcelle. Et puis, on observe maintenant depuis 2 ans des écarts fréquents entre des rendements de blé par rapport à différents précédents culturels. Donc, c'est l'idée d'éclaircir un petit peu ça. Voilà. Ok, merci Johan pour ce point de vue sur un projet d'expérimentation système de culture innovant. Comme tu l'as dit, donc c'est un projet qui a bénéficié d'un financement Pépite et je signale au passage qu'il y a un deuxième projet sur le même modèle qui a vu le jour en côté Rhône-Alpes, dans l'Isère, l'Ain et le Rhône, qui s'appelle Héricine et qui a démarré cette année. Alors on est peut-être moins centré sur ces questions de changement climatique, on est plus sur les réductions d'intrants, mais voilà, je le mentionne néanmoins puisque c'est exactement le même type d'approche. Donc après avoir exploré donc la gestion territoriale, les systèmes agroforestiers, les systèmes de grandes cultures, on va terminer le tour de table par la gestion en système fourrager. Et donc je vais demander à Patrice Mounier de bien vouloir nous rejoindre et je vais lui laisser la parole 5 minutes pour qu'il puisse aussi nous passer en revue un petit peu les travaux de R&D à ce sujet et nous exprimer les besoins subsistants sur la question de la gestion quantitative. Patrice. Oui, c'est bon, je suis là. Vous m'entendez ? Eh ben, c'est bon, okay. Je te laisse la parole. Voilà, donc j'attends la diapo pour présenter un petit peu le... Donc j'ai prévu de présenter en 2 parties. D'abord... Voilà, nous, au niveau de la FIDOC, donc on va dire qu'on est la partie plus les conseillers élevage qui fait la relation avec l'animal. Donc je vais m'orienter un petit peu plus, là on est resté vraiment sur la partie sol. Voilà, je vais parler aussi l'aspect stock fourrager. Donc dans une première partie, comment on peut adapter un système fourrager pour être autonome, et on voit qu'avec les années qu'on est en train de vivre, c'est quand même compliqué. Et puis après, sur un deuxième temps, donc je pense 5 minutes on reviendra, ce sera de faire un peu le point sur tout ce qu'on a aujourd'hui au niveau XP et ce qu'on pourrait faire d'autres, puisque je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas été explorées encore. Il y a beaucoup d'essais qu'on a fait sur certains fourrages, mais il y a des choses qui n'ont pas été forcément encore abordées. Donc dans un deuxième temps, j'essaierai d'ouvrir un peu quelques pistes, bien sûr en lien avec tout ce qui a été dit depuis ce matin. Donc aujourd'hui, le point aujourd'hui sur le système fourrager, je l'ai présenté comme un puzzle parce que pour moi c'est la vision la plus simple, c'est qu'un système fourrager, si on le décale d'un côté, il va bouger d'un autre côté.
Donc on est obligé, il doit être resté centré toujours avec, j'ai mis 4 éléments qui doivent s'emboîter. Quelles espèces on choisit, à l'intérieur de ces espèces, quelle variété, quand on les implante et quand on les récolte. Donc pour développer un petit peu cette partie-là, les espèces, il y a des choses aujourd'hui qui sont forcément connues dans les fourragères, les raigrats, les dactyles, le maïs, les céréales. C'est des choses aujourd'hui qui ont été, on va dire, expérimentées. On a quand même beaucoup d'expérience sur ces fourrages, sur ces cultures. Donc on a des données. Par contre, il y a quand même quelques données qui vont manquer. Aujourd'hui, on a parlé de monsieur de Limagrain qui parlait du maïs. Aujourd'hui, on n'a pas forcément d'indexation sur certains critères, sur la résistance au sec, sur la résistance à la chaleur. Donc il y a des choses qui sont sûrement à faire sur les variétés. Après, voilà, des espèces qui sont aujourd'hui mises en avant avec le réchauffement climatique. Alors, à tort, à raison, je ne sais pas, j'ai appelé les tropicales, les sorgho, les millets, le tifgrasse aujourd'hui, des choses qu'on entend beaucoup parler. On a expérimenté. Quelles conclusions on en tire? Je crois qu'il faut faire le point. Il y a de la biblio qui existe. Il y a peut-être d'autres choses à faire, je sais pas. Après, j'ai mis une troisième catégorie que les prometteuses. Bon, c'est des choses qui sont connues, essentiellement les légumineuses, luzerne, trèfle, ce qu'on a fait avec les métailles. Des choses aussi on peut tirer un premier bilan, voir des choses qui pourraient aussi être développées à ce niveau-là. Au niveau des variétés, on parle beaucoup aujourd'hui de mélange. Donc que ce soit au niveau des métailles, que ce soit au niveau des mélanges de prairies, ce qu'on appelle multi-espèces, qu'est-ce qu'il faut choisir? Est-ce qu'on doit avancer les dates de semis? Est-ce qu'on doit les retarder? Comment s'imbriquer, par exemple, dans une rotation entre un métail? Est-ce qu'on va le récolter, faire un maïs derrière? Voilà, ce qui a été dit avant par le collègue du Puy-de-Dôme, c'est que voilà, c'est cette expérimentation qu'il nous faut, c'est cet aspect système. Et cet aspect système fourrager, on doit ça c'est vraiment du long terme. On doit enregistrer les données sur plusieurs rotations, sur la durée de la rotation, des mesures de rendement, des mesures de valeur alimentaire. C'est des choses qu'on doit faire. Faut peut-être faire le bilan de ce qu'on a fait, et puis en termes d'expé, puisque je crois qu'on doit parler d'expé aujourd'hui, c'est de voir quels expé on pourrait lancer derrière, quoi. Donc voilà, l'aspect d'indexation, pour moi, il est indispensable. Aujourd'hui, on est en train de faire ces jours-ci des mesures de matière sèche sur des maïs pour ensilage. On a vu quand même des choses qui sont assez impressionnantes en termes de fécondation ou en termes de résistance au sec. Il y a des maïs qui sont beaucoup plus rustiques que d'autres. Dans la même parcelle, on voit des différences qui sont pratiquement du simple au double sur le rendement, quoi. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'index là-dessus. On en revient aux éleveurs pour faire le choix, en disant enregistrez bien vos variétés pour les repérer. Voilà, je pense qu'on peut aussi, nous, derrière, avoir notre place à jouer là-dedans, quoi. Voilà, donc ça c'était l'aspect, on va dire, espèce-variété. Donc un petit mot aujourd'hui, même un mot important, parce que c'est quand même des choses qui sont vraiment à mettre en place, c'est sur l'implantation et la récolte. Aujourd'hui, on a des gammes d'implantation. Enfin, nous, on voit. Alors, moi, je suis sur le département de la Haute-Loire. On a des zones à 1000 mètres d'altitude. Donc, on voit en gros sur le département des maïs qui se sèment du 15 avril jusqu'au 15 juin. Même, il se met encore des maïs derrière des orges au début juillet, quoi. L'implantation, on a une gamme d'implantation qui est très large. Après, voilà, derrière une implantation, il y a une récolte. Quand on va récolter, qu'est-ce qu'on va pouvoir refaire derrière? Ça, c'est vraiment des questions qu'on doit ouvrir. Pareil, l'implantation des prairies. Est-ce qu'on implante sous couvert? Est-ce qu'on implante sans labour? Au printemps, à l'automne? Est-ce qu'on fait du multi-espèces? Là aussi, beaucoup de questions, mais très, très de grosses diversités, je pense, en fonction des zones, et de la référence aussi encore à faire.
Idem pour les sorgho, les millets, voilà, aussi les tropicales. Quand est-ce qu'on va les mettre en place? Est-ce qu'il vaut mieux les semer au mois de mai, au mois de juillet? Les créneaux, il faut se recaler vraiment en fonction des zones et des types de sols pour avoir des implantations adaptées. Et bon, il y a aussi un gros volet, je pense, à faire sur le matériel. Aujourd'hui, on a une gamme de matériel qui est vraiment importante au niveau de l'implantation et avec une qualité, je pense, qui est très bonne par rapport à ce qu'on pouvait avoir il y a quelques années. Donc, on peut aussi travailler là-dessus. Voilà. Après, bon, un petit mot vite rapidement sur la récolte pour respecter le timing. Voilà, l'aspect pâturage qui est en train d'évoluer. On s'aperçoit que maintenant, on pourrait presque pâturer. Je suis obligée de t'interrompre, Patrice, pardon, ouais. parce on risque après de couper le webinaire et de ne pas entendre les autres intervenants. Bon, je suis désolée. J'ai pas suivi pas de souci. Merci. Ça marche. Merci. Thomas, tu veux conclure par rapport à ces interventions? Et on laissera la parole ensuite à Romain pour nous donner... Oui, pardon, j'avais coupé mon micro, désolé. Donc merci Patrice. Et donc j'avais simplement oublié de préciser que Patrice est conseiller spécialisé à Haute-Loire Conseil Élevage et qui représentait ici la Fédération des organismes de conseil élevage. Voilà, j'avais oublié de le dire. Donc la FIDOCL. Merci pour ces 4 interventions. Donc voilà, on a brassé quand même un certain nombre de travaux de recherche sur différentes filières, et du coup c'est vrai que bon, il y a quelques filières qui n'ont pas forcément qu'on n'a pas forcément présentées, notamment la filière viticole. Alors je vous précise à ce stade-là qu'il y avait eu un travail bibliographique qui avait été fait par les collègues de la Chambre régionale, et du coup ce travail-là vous sera communiqué. Il était prévu qu'il soit affiché à l'occasion de la journée en présentiel. Donc ce travail on vous le communiquera et vous pourrez voir l'ensemble des travaux de manière un peu plus exhaustive que ce qui a été présenté aujourd'hui. Effectivement, donc on va laisser la parole à Romain Couturier pour qu'il puisse nous présenter sa vision graphique. Ce que je vous propose du coup, parce que le temps tourne et on risque de ne pas avoir la fin du webinaire, donc il faut qu'à 11h30 on ait annoncé la 2e table ronde. Donc Romain va nous exposer donc ces notes graphiques. On prendra toutes vos questions. Je pense on n'aura pas le temps d'y répondre aujourd'hui, de les traiter, mais par contre on les a, et on a, vous savez, la 2e journée du 28 septembre qui nous permettra aussi de reprendre toutes ces questions et peut-être du coup d'anticiper et de venir avec certaines réponses. Et puis on compte aussi sur tous nos intervenants pour nous rejoindre le 28, et là on sera en présentiel pour ce temps d'échange et de questions. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je pense que vous avez mon partage d'écran qui s'affiche donc sur ce premier sujet sur la gestion de l'eau à l'échelle de l'exploitation. Il y avait donc 4 intervenants. Les présentations étaient très denses. Il y avait beaucoup de choses. Sur la partie de Sandrine Alain, donc sur les systèmes plutôt territoriaux. Donc là, je pense que ce qu'il fallait retenir, en tout cas ce que j'ai compris, c'est que il y a toute une expérimentation qui a été menée autour du bassin de l'Aveyron. Il y a toute une démarche avec énormément de résultats qui sont à prendre en compte, et dans cette démarche, il y a eu pas mal de modélisation aussi, de fait, de simulation. Et le plus simple pour avoir l'intégralité de toutes ces informations, c'est de se rendre sur la thèse, et donc de bien rappeler le lien. Donc allez regarder cette thèse-là. Baptiste Labeyrie nous a exposé en gros tout ce qui peut exister, beaucoup de nouveaux outils sur les systèmes en arboriculture. Il y a beaucoup de choses, il y a eu beaucoup d'expérimentations, enfin il y a pas mal de nouveaux outils qui arrivent dans ces nouveaux systèmes-là. Donc j'ai essayé d'en prendre un maximum à développer, comme ça a été résumé à la fin. Il y a beaucoup de leviers activés, que ce soit sur le photovoltaïque, travailler sur les couverts, sur les sols, sur l'agroforesterie, sur les espèces, ce qui rejoint pas mal d'autres idées qui ont été exprimées, notamment, qu'on peut recouper, en tout cas à mon niveau, c'est ce que je comprends aussi, notamment pour les systèmes grande culture, donc développés par Johan Ginestière.
qui nous a parlé du retour d'expérience du projet Dessine. La particularité, c'est que c'est quand même aussi des agriculteurs qui mènent les expériences avec un plan de proposition assez clair sur court terme, moyen terme, long terme, donc sur vraiment se concentrer sur les espèces qui supportent le stress hydrique, le suivi économique des marges et vraiment une attention sur la qualité des sols, avec beaucoup de questions sur le mettre en place des sondes. Il y a encore beaucoup d'inconnus, donc le fait de prendre en compte de mesurer ces impacts-là sur les sols pour demain et pour venir compléter le projet Dessine. Et Patrice Mounier a conclu sur les systèmes fourragers. Là, il y a eu énormément d'informations. Je pense que le mieux, c'est de garder en tête son slide qui résume les 4 axes sur lesquels il y a beaucoup d'outils, beaucoup de choses à essayer. Il a beaucoup insisté. Donc, je vous renvoie vers son slide pour voir la variété des choses à expérimenter, que ce soit sur les espèces, les variétés, les implantations ou les aspects récoltes.